Bonjour à toutes et à tous et bonne année sur la Panaméricaine, le podcast qui diffuse les travaux des jeunes chercheurs en sciences sociales sur les Amériques, créé et animé par Antoine Rousseau et Marie Lescaut. Si vous ne le faites pas déjà, vous pouvez nous suivre sur Twitter, X, Facebook et Instagram. Nous vous annonçons également l'ouverture de notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver tous nos épisodes. De la Première Guerre mondiale, nous avons surtout en mémoire les images de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, des poilus dans les tranchées ou encore des femmes dans les usines d'obus. Cependant, celle-ci a aussi eu des répercussions importantes et méconnues au sein des sociétés latino-américaines. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Élodie Lenoël et Lucas Maubert. Élodie Lenoël est doctorante en histoire à l'université Sorbonne Nouvelle, rattachée au laboratoire CREDA, sous la direction d'Olivier Compagnon. Sa thèse porte sur l'Équateur et la Première Guerre mondiale. Lucas Maubert est docteur en histoire de l'université de Tarapacá et de l'université Sorbonne Nouvelle, sous la codirection de Sergio González et Olivier Compagnon. Sa thèse a pour titre « Écho de la Grande Guerre dans le désert, de Sarajevo à Washington, les impacts et les interconnexions de la Première Guerre mondiale à Tacna et Arica, de 1914 à 1922 ». Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous en êtes venus à travailler sur vos sujets respectifs ? Donc déjà pour faire une étude sur l'Amérique latine et sur la Première Guerre mondiale en Amérique latine. Lucas, peut-être, si tu veux commencer. Oui, avec plaisir. Déjà, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Dans mon cas, j'ai d'abord commencé à travailler une zone géographique avant de m'intéresser à la Première Guerre mondiale, en l'occurrence la frontière nord du Chili, dans le cadre de mon master à Rennes 2, parce que c'était une zone déjà où j'avais résidé pendant un échange universitaire et qui présentait l'avantage d'avoir, l'avantage ou l'inconvénient, d'avoir connu un conflit diplomatique assez intense entre le Chili, le Pérou et la Bolivie au début du XXe siècle. Et donc, une fois avoir fini mon master et une fois que je me suis installé dans la ville d'Arica, qui est justement à la frontière nord du Chili, l'idée a été d'approfondir ce sujet et en révisant archives, documentation, littérature sur ce conflit en particulier entre le Chili, le Pérou et la Bolivie, est apparu assez rapidement à moi l'importance qu'avait eu la Première Guerre mondiale dans cette région du monde, non seulement en termes d'effets concrets dans la région, mais aussi par rapport au conflit entre ces trois pays pour le contrôle de cet espace territorial. Merci beaucoup. Et toi, Élodie ? Alors moi, l'Amérique latine est une région qui m'intéressait dès le début de mes études, même dès le lycée. Après avoir voyagé un petit peu dans quelques pays, voilà, j'avais envie de consacrer des études à cette région. Et quand je suis rentrée en master à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, en spécialité histoire, j'avais déjà, pendant mes années de préparation au concours de l'ENS, travaillé les questions de la Première Guerre mondiale, pas en tant que sujet précis, mais voilà, de nation, identité, ce que fait la Première Guerre mondiale aux sociétés européennes. Et c'était une question, surtout au point de vue culturel, qui m'avait énormément passionnée. Donc je mêlais un peu cet attrait pour l'histoire culturelle à celui de l'Amérique latine en rentrant à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Et quand j'ai rencontré mon directeur de mémoire, qui deviendra mon directeur de thèse, Olivier Compagnon, il m'a proposé de travailler justement sur le sujet qu'il était en train de travailler à ce moment-là, qui est celui de la Première Guerre mondiale et de l'Amérique latine. Et je retrouvais là une question que j'avais déjà travaillée sur les sociétés européennes, à mêler à ce territoire latino-américain. Et je ne voulais pas travailler sur un grand pays, je ne voulais pas travailler sur l'Argentine, le Brésil, ni le Chili, parce que c'était des pays où l'historiographie, ou en tout cas les étudiants à l'IHEL travaillaient beaucoup. Et donc je voulais m'intéresser à un petit pays, et j'ai regardé un petit peu la carte, et je me suis dit pourquoi pas l'Équateur, on en parle assez peu. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet en première année. En deuxième année, je suis partie en Équateur, et là j'ai vu dans les sources que, en effet, ce sur quoi je pouvais encore avoir des doutes en première année, l'Équateur avait reçu dans la presse la Première Guerre mondiale de plein fouet. Et petit à petit,
parti, je me suis dit, bon, bah, c'est un sujet important, et donc j'ai choisi de le développer pour un mémoire de master, et de revenir dessus pour une thèse de doctorat actuellement en cours. Et oui, simplement pour replacer un petit peu le contexte pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que vous pourriez nous préciser la position qu'avaient vos pays respectifs dans le conflit de la Première Guerre mondiale? Alors, en ce qui concerne l'Équateur, à l'instar de toutes les Amériques, est neutre jusqu'en 1917. Neutralité qui s'explique par une multiplicité de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir ici, mais notamment que c'est un conflit purement européen et que, a priori, les Amériques n'ont pas à intervenir sur ces questions. En 1917, les États-Unis rompent leurs relations diplomatiques avec l'Allemagne, puis entrent en guerre contre l'Allemagne, et à leur suite un certain nombre de pays, notamment d'Amérique centrale. L'Équateur observe tout cela, reçoit une certaine pression de la part des États-Unis pour entrer en guerre, ou pour le moins rompre ses relations diplomatiques, mais temporise énormément pendant de longs mois, et c'est quelque chose que je prends plaisir à analyser dans ma thèse, parce que ça prouve beaucoup de choses de la relation entre l'Équateur et les États-Unis, qui est très ambivalente. Et finalement, à la toute fin de l'année 1917, le 8 décembre 1917, l'Équateur rompt ses relations diplomatiques avec l'Allemagne et prend pour excuse un conflit diplomatique qui est une excuse en fait de dire que il y a eu un non-respect des conventions protocolaires de représentation de la part de la légation d'Allemagne en Équateur et que donc il décide qu'il n'y aura plus de relations diplomatiques, mais d'autres sources indiquent que d'autres raisons sont à l'origine de ce nouveau positionnement. Donc voilà, l'Équateur, par contre, à partir de 1918, est dans le camp des Alliés, et s'affirme comme tel, c'est-à-dire s'il avait cette excuse de non-respect de protocole diplomatique fin 1917, en 1918, il s'affiche comme étant moralement du côté des Alliés, même s'il n'entre pas en guerre. Donc il y a aussi toute une évolution intéressante à analyser sur ce changement de positionnement, et cela permet à l'Équateur, en 1919, d'être pays constituant de la Conférence de la paix et pays membre de la Société des Nations dès sa création. Cependant, le pacte de la Société des Nations n'est pas ratifié en Équateur, donc il n'entrera officiellement à la Société des Nations qu'en 1934. On a une différence dans le cas du Chili, qui est l'un des seuls pays latino-américains qui va rester neutre jusqu'à la fin de la guerre, comme l'Argentine par exemple. Malgré justement les divisions de son opinion publique, malgré les pressions des différents pays, que ce soit les États-Unis ou les pays européens, pour que le Chili rentre plus activement dans ce conflit, le Chili va rester neutre jusqu'à la fin du conflit, à la différence de ses voisins, le Pérou et la Bolivie, qui vont, tout comme l'Équateur, rompre leurs relations diplomatiques avec l'Allemagne en 1917. En avril pour la Bolivie et en octobre pour le Pérou. Ces deux pays ayant l'intention justement de se rapprocher du camp allié pour que leurs revendications territoriales contre le Chili soient prises en compte une fois assurée la victoire du camp allié contre les empires centraux, en particulier jouant sur l'idée assez présente dans les élites politiques et diplomatiques occidentale depuis la fin du 19e siècle, selon laquelle le Chili est proche, voire très proche de l'Allemagne au niveau culturel et politique. Par exemple, depuis la fin du 19e, son armée avait été formée par des officiers allemands avec tout l'apparat qui va avec. Donc on a une différenciation de positionnement diplomatique entre le Chili et ses voisins, qui aura ses répercussions pour le conflit qui les oppose, comme nous le verrons plus tard dans l'entretien, j'imagine. Alors, ce qui me paraît surprenant, en fait, pour des personnes qui n'y connaîtraient rien, c'est quelles sont les répercussions de la Première Guerre mondiale en Amérique du Sud. Et ce qui serait intéressant aussi, avec vos deux sujets de recherche, c'est de comparer les différentes échelles d'analyse que vous mettez en avant. Toi, Élodie, donc tu travailles sur un cadre national, celui de l'Équateur, tandis que toi, Lucas, c'est donc au Chili, mais avec un cadre plus local,
donc avec cette frontière nord. Donc on peut se demander en fait quelles sont les différentes sources que vous utilisez pour justement essayer de cerner les répercussions de cet événement international qui va s'ancrer donc soit dans un contexte national, soit dans un contexte plus local. Toi, Elodie, par exemple, quel type de source en fait tu as étudié pour ta thèse? Alors, comme tu disais, c'est l'histoire d'un événement international et comment il est reçu et quelles sont ses répercussions à une échelle nationale. Alors, l'Équateur, à ce moment-là, est un pays très divisé régionalement entre deux grandes capitales, Quito, la capitale politique, et Guayaquil, la capitale économique, et autour de cela, des petites villes moyennes et une grande majorité de régions rurales. Donc moi, je m'intéresse à comment le gouvernement et l'État équatorien se positionnent par rapport au conflit, donc vraiment comment à l'échelle nationale, comment l'État réagit face au conflit, donc sur des questions diplomatiques, et là c'est des sources diplomatiques que j'utilise, à la fois des sources émanant du ministère des Affaires étrangères équatorien, mais aussi les correspondances avec les légations, il n'y a pas encore d'ambassade à ce moment-là, donc ce sont des légations de France, d'Angleterre, des États-Unis. Et à cela, j'ajoute quelques autres pays européens. J'ai pas eu le temps de dépouiller tous les pays présents sur le territoire, mais principalement, j'ai pu récolter des sources diplomatiques en France, en Angleterre, aux États-Unis, et bien sûr en Équateur. Donc je m'intéresse vraiment à ce volet diplomatie nationale et comment un petit pays en plus se positionne dans un conflit mondial, européen dans un premier temps, puis mondial à partir de 1917. Donc il y a tout ce volet étatique. Je m'intéresse aussi à comment la guerre est reçue pour la population équatorienne. Alors la population équatorienne, c'est un grand mot, et c'est surtout bien sûr les élites. L'alphabétisation est très faible au début du XXe siècle en Équateur, donc je parle bien sûr des élites, principalement celles de Quito et de Guayaquil, les journaux qui sont aussi une source importante, les journaux et les revues que j'ai pu consulter sont publiés très majoritairement à Quito et à Guayaquil. J'essaye de compléter par quelques exemples de plus petites villes comme Riobamba ou Ambato, mais je n'ai pas eu le temps non plus d'aller vérifier tous les journaux de toutes les petites villes et villes moyennes d'Équateur. Donc voilà, j'étudie, moi, vraiment dans un contexte national, tout en sachant que je ne parle pas de tous les Équatoriens du moment et que c'est davantage les grandes villes de Quito et de Guayaquil qui sont au centre de mon étude. Je pense que à la fois les recherches d'Elodie et les miennes en fait s'inscrivent, et je pense que c'est important aussi de replacer le contexte, c'est que depuis une grosse dizaine d'années, il y a eu un regain d'intérêt pour l'Amérique latine dans le cadre des études de l'impact de la Première Guerre mondiale dans le monde. Pendant longtemps, l'Amérique latine, c'était une région un peu périphérique dans l'historiographie générale de la Première Guerre mondiale, et en particulier avec les commémorations du centenaire de la guerre, il y a eu tout un regain d'intérêt pour cette région du monde, parce que justement il y avait un vide historiographique, et c'est pour ça que des chercheurs comme Olivier Compagnon, Malien Estato, Stefan Rinke et plusieurs autres ont repris l'Amérique latine comme sujet d'étude de façon générale, mais aussi à travers le prisme national. Et nos deux recherches s'inscrivent dans la continuité de ce cadre général de regain d'intérêt pour l'Amérique latine comme sujet d'étude. Elodie, à travers justement un pays qui a été un peu moins observé même par cette par ce nouveau courant de pensée historiographique. Et moi, en particulier, ce que je voulais faire, tout en analysant un des pays qui avait justement participé de cette rénovation historiographique, le Chili. Pas mal d'études qui sont sorties sur l'impact diplomatique, la presse, les communautés étrangères, mais au niveau national. Et ce qui m'a interpellé durant mes recherches, c'est que beaucoup des études qui étaient sorties ces dernières années avaient adopté le cadre national comme cadre d'études, et au final, ce que j'ai voulu essayer d'apporter à travers ma recherche, c'est de voir si on pouvait apporter des nuances, comme vient de détailler Elodie en précisant justement que on s'intéresse à certains grands centres urbains, à certaines villes ou certaines régions en particulier au final. Et bien justement, essayer de voir si en étudiant une zone entre guillemets périphérique, une frontière,
des villes moins peuplées que Santiago ou Valparaíso, si on pouvait observer des nuances par rapport à la façon dont les populations locales ont reçu les conséquences de la guerre, que ce soit par le traitement journalistique ou les conséquences économiques. Voilà, je pense que c'est une sorte de continuité par rapport aux études qui sont sorties dans les années précédentes, c'est passer d'un cadre général pour essayer de voir de façon plus précise, à travers l'échelle locale et régionale, des conséquences de la guerre en Amérique latine. C'est pour ça que aussi ça se traduit au niveau des sources, où on va, dans mon cas, essayer de mélanger archives diplomatiques pour avoir justement ce cadre général du Chili et de la guerre, de son positionnement diplomatique, mais en l'associant avec des archives locales, que ce soit des journaux locaux, dans mon cas des journaux de Tacna et d'Arica, qui sont les deux principales villes de la région de Tacna, la plus au nord du Chili, et aussi des archives de l'administration locale. Donc on mélange le diplomatique national et les archives entre guillemets classiques d'administration régionale avec de la presse, et on arrive, ou du moins on essaye d'arriver à un résultat qui puisse justement qui permette d'observer quelques nuances, quelques différences entre ce qu'on analyse des conséquences de la guerre au Chili avec la réalité qui a été vécue dans l'extrême nord, très éloigné, à 2000 km du centre politique qu'est Santiago. Moi, je voudrais juste rajouter que cette extension des études de la Première Guerre mondiale sur l'Amérique latine, elle s'inscrit aussi dans un mouvement très général à la nouvelle historiographie de la Première Guerre mondiale qui s'intéresse à élargir les frontières géographiques et chronologiques du conflit, mais aussi à d'autres échelles d'analyse, que ce soit en Europe ou ailleurs, comme tu fais toi sur une région frontalière. Et donc c'est vraiment un renouveau aussi des études sur la Première Guerre mondiale, d'aller chercher une extension géographique, chronologique et aussi thématique pour encore plus démontrer l'aspect mondial en fait de ce conflit, et pas seulement une histoire militaire ou des sociétés européennes. Donc on vient de voir que même si vous avez deux échelles d'analyse différentes, à la fois nationale et locale régionale, finalement vos études permettent de compléter une historiographie qui élargit les frontières des études sur la Première Guerre mondiale, et notamment dans le continent latino-américain. Mais je crois que vous avez aussi deux chronologies différentes. Si je ne me trompe pas, pour Elodie, ce serait environ 1910-1925, et pour Lucas, 1914-1922. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ces choix chronologiques ? Dans mon cas, étant donné que j'ai pris l'option de tenter de mettre en relation les effets de la Première Guerre mondiale dans le nord du Chili avec le conflit diplomatique qu'il y avait à ce moment-là entre le Chili, le Pérou et la Bolivie, ça va se traduire dans ma chronologie. En fait, ce qui se passe au début du XXe siècle, c'est que ces trois pays andins étaient toujours en conflit depuis la fin de la guerre du Pacifique, qui est une guerre qui a eu lieu entre 1879 et 1883. Dont est sorti vainqueur le Chili. Et en conséquence de cela, de ce conflit, le Chili a annexé des territoires dans le désert d'Atacama, donc la région d'Antofagasta, qui était la région côtière de la Bolivie, et les régions de Tarapacá et de Tacna, qui appartenaient au Pérou. Des régions très riches en minerais, en particulier à cette époque du salpêtre, mais aussi du cuivre. Et ce qui se passe, c'est que à l'aube de la Première Guerre mondiale, il y a toujours un conflit présent, en particulier entre le Chili et le Pérou, pour la province de Tacna, qui devait être soumise à un plébiscite depuis la fin de cette guerre du Pacifique, plébiscite qui n'a jamais eu lieu étant donné que les pays n'étaient pas d'accord sur comment procéder au vote. Ce qui fait que 40 ans après la fin de la guerre du Pacifique, il n'y avait toujours pas de solution, et la Bolivie est intéressée par ce conflit, puisqu'elle avait perdu son unique accès à l'océan Pacifique lors de la même guerre. Donc, on a une situation assez instable au niveau diplomatique entre ces trois pays avant la Première Guerre mondiale, et c'est justement avec l'arrivée ou plutôt l'éclatement de la Première Guerre mondiale qu'il va y avoir un nouveau développement par rapport à ce conflit entre ces trois pays qui, pour revenir à notre question initiale, qui va se répercuter sur la chronologie de mes recherches. C'est pour ça que je fais commencer la thèse en 1914, puisque, comme je vous le signalais, auparavant, il y avait une espèce d'état un peu de léthargie, si on peut utiliser le terme, où finalement on avait un conflit diplomatique sans solution apparente, avec des relations diplomatiques rompues entre ces trois pays. La Première Guerre mondiale qui vient en 1914 peut bouleverser
ce scénario à travers ses conséquences de mobilisation militaire, de mobilisation intellectuelle, d'impact économique très fort. Je fais avancer la recherche jusqu'en 1922, puisque justement l'idée est d'apporter ces nuances des effets de la guerre à l'espace qu'on étudie, en l'occurrence. Avancer jusqu'en 1922, date à laquelle le Chili et le Pérou vont accepter de soumettre leur litige, leur conflit, à l'arbitrage des États-Unis. Et auparavant, ils avaient essayé de régler ce conflit entre ces trois pays à la conférence de paix de Paris, puis à la Société des Nations. La Première Guerre mondiale a entraîné des changements de l'ordre international suffisamment forts pour que je considère que arrêter finalement l'étude en 1818, date classique traditionnelle des études sur la Première Guerre mondiale, aurait été une erreur, puisqu'au final, les conséquences de la guerre sont allées beaucoup plus loin si on prend l'aspect diplomatique ou politique, puisque les changements internationaux liés à la Première Guerre mondiale, le début d'une position hégémonique des États-Unis en Amérique, la tentative de construction du nouvel ordre international à travers la Société des Nations, ont finalement impacté l'attitude du Chili, du Pérou et de la Bolivie pendant ces années par rapport au conflit qu'ils avaient entre eux pour la souveraineté définitive de cette province de Tacna et d'Arica. Pour rebondir sur ce que dit Lucas, en effet, le choix d'une date bien plus avancée permet de s'intéresser à cette construction d'un nouvel ordre international et comment, dans mon cas, un petit pays ou une petite région a priori périphérique essaie de profiter de la création, notamment de la conférence de la paix puis de la SDN, avec des énormes espoirs que suscite cette Société des Nations en Amérique latine, qui au début se veut être un espace d'inclusion de beaucoup, de tous les pays du monde, pour discuter des questions diplomatiques et des questions internationales. Espoir très vite douché, mais quand même au début on sent, moi je sais que je vois dans les écrits d'intellectuels équatoriens, un vrai espoir pour que ce soit un moyen d'exister et de faire exister une région aussi à l'échelle internationale. Et il y a d'ailleurs plusieurs études qui ont été menées sur les pays latino-américains dans leur ensemble et leur solidarité au sein de la Société des Nations, notamment par Verly ou par Thomas Fisher, qui ont étudié vraiment comment les délégués à la conférence de la paix puis à la Société des Nations essayent de faire exister l'Amérique latine comme groupe de pays solides et forts au sein de ces institutions, parfois en lien, parfois en désaccord avec les États-Unis. Élargir la chronologie, c'est l'occasion de parler de ces grandes questions internationales à ce moment-là. Je commence par la fin, moi j'ai choisi 1925 aussi pour inscrire cette chronologie de la Première Guerre mondiale dans le cadre équatorien. J'analyse certes, je disais, les conséquences et les rapports diplomatiques, l'inscription du conflit dans la presse, mais aussi les conséquences du conflit dans la vie équatorienne. Pour ce qui est des conséquences économiques, ça a déjà été pas mal étudié. En fait, la Première Guerre mondiale vient ajouter une énorme difficulté supplémentaire à une crise économique sur le cacao. Et cette crise économique engendre de grandes difficultés sociales, puis politiques. Et en 1925 a lieu une révolution, un coup d'État par des militaires progressistes en Équateur. Et mon intérêt est d'évaluer le poids de la Première Guerre mondiale, l'ombre portée de la Première Guerre mondiale sur cet événement politique majeur. Et pour ce qui est de la date de début, certes, mon analyse commence en 1914 avec l'éclatement de la guerre en Europe, mais j'ai aussi la volonté d'établir un panorama des relations internationales de l'Équateur à ce moment-là et d'inscrire ma recherche justement dans comment évoluent au début du XXe siècle les relations internationales de l'Équateur. Dans ce qui est la problématique de ma thèse, en fait, de voir comment la Première Guerre mondiale signe l'entrée de l'Équateur dans le XXe siècle, avec une réévaluation de l'échelle internationale dans la vie de ce petit pays des Andes. On voit bien qu'il y a vraiment un moment de crise lors du début de la Première Guerre mondiale,
Une crise qui s'explique par des contextes locaux, mais aussi en lien avec les relations qui ont été nouées par ces pays avec l'Europe. Il y a l'idée dans l'historiographie récente que l'Europe constituait un modèle pour les pays d'Amérique latine et que la Première Guerre mondiale va engendrer à la fois une accélération, mais aussi une cristallisation d'un désir des élites nationales de se défaire de ce modèle. D'ailleurs, le titre du livre d'Olivier Compagnon consacré aux relations de l'Amérique latine avec l'Europe au moment de la Première Guerre mondiale, dans lequel il analyse plus profondément les cas argentins et brésiliens, s'intitule justement « L'adieu à l'Europe ». Alors, comment se répercute concrètement la Première Guerre mondiale dans les sociétés locales ? Et tout d'abord économiquement, puisque l'Europe était le partenaire privilégié et que la guerre va forcer ces pays à revoir leur stratégie exportatrice, ce qui va profiter à d'autres acteurs, comme par exemple les États-Unis. Toi, Élodie, pour commencer, qu'est-ce que tu as pu observer pour la société équatorienne ? Alors, comme je disais tout à l'heure, en effet, il y a une grosse crise économique à cause des difficultés de commercialisation du cacao, qui était le produit phare d'exportation de l'Équateur, qui avait permis son insertion sur la scène économique mondiale. C'était le premier pays producteur de cacao en 1914. Et il se confronte à la fois à des problèmes internes, c'est-à-dire des épidémies sur les plantations de cacao, mais qui auraient pu être surmontées si le contexte avait été plus favorable, mais aussi à des pays européens qui commencent à développer la culture de cacao dans leurs colonies, mais surtout à une chute brutale des exportations de cacao à partir des premiers mois où la guerre commence. Le cacao n'est pas considéré comme un produit de première nécessité, et donc arrêt des exportations qui porte un coup très dur à la situation économique du pays. Et en effet, ça crée une prise de conscience de la dépendance à l'Europe. Alors une prise de conscience qui était déjà présente depuis l'indépendance latino-américaine. Mais là, les élites économiques et les élites politiques et culturelles voient l'énorme problème que pose la mono-exportation pour le cas de l'Équateur et le fait de dépendre que d'un seul produit et de dépendre que d'une seule région. Donc c'est aussi un moment où, dès 1915, des intellectuels qui s'intéressent à l'économie du pays plaident pour un changement drastique de la stratégie équatorienne et de son insertion dans l'ordre économique mondial, en se retournant notamment sur un nationalisme économique, en disant qu'il faut développer le marché intérieur, qu'il faut développer la diversité des produits de consommation intérieure, mais aussi d'exportation, et aussi un intérêt, et ça c'est un des grands axes transversaux, je pense, des effets de la Première Guerre mondiale sur l'Équateur et sur l'Amérique latine, une volonté de renforcer le lien avec justement la région latino-américaine, en disant qu'il faut que ce soit un groupe de pays dans lequel existerait une certaine solidarité économique aussi. Et bien sûr, un des grands éléments d'apport de la Première Guerre mondiale et de cette période, c'est l'entrée des États-Unis comme premier partenaire économique. Sachant que dans les premières années de guerre, les États-Unis sont aussi neutres, l'Équateur tend à trouver aux États-Unis un premier partenaire économique mondial pour remplacer l'absence d'exportation avec les autres pays, même si cela n'est pas tout rose et pas facile, parce qu'il existe des litiges entre l'Équateur et les États-Unis, notamment économiques à ce moment-là, et que d'un côté comme de l'autre, il y a beaucoup de réticences de plusieurs ordres à se rapprocher des États-Unis. Effectivement, l'aspect économique est celui qui va sauter aux yeux le plus facilement quand on va s'intéresser aux conséquences de la guerre en Amérique latine, et ça va être le cas également pour le Chili, qui va être l'un des pays les plus impactés par la guerre au niveau économique, puisque comme l'Équateur, l'économie chilienne au début du XXe siècle est pratiquement une économie mono-exportatrice de salpêtre, qui constitue la majeure partie des revenus de ce pays-là. Et le cas particulier du Chili va faire que on va voir deux crises liées à la Première Guerre mondiale, à son éclatement en 1914 et jusqu'en moitié 1915, mais également une crise liée à la fin de la Première Guerre mondiale. Juste expliquer que, en fait, ce qui se passe en 1914, c'est que brutalement,
toutes les exportations du salpêtre chilien, qui est un fertilisant pour l'agriculture, en particulier en Europe. La majeure partie des exportations de salpêtre vont s'arrêter net à cause des batailles navales à Coronel et dans les îles Malouines à la fin de l'année 1914 et dû à la paralysation du commerce transatlantique durant cette période-là. Et donc, d'un jour à l'autre, le Chili ne peut plus vendre ce produit duquel il tire la grande majorité de ses revenus et de sa richesse. Ce qui va se passer, c'est que à partir d'une certaine normalisation de l'état de guerre à la suite des victoires, surtout de la victoire britannique au Malouines, les conflits transatlantiques vont peu à peu se stabiliser et le commerce va reprendre et le Chili va recommencer à exporter son salpêtre, non seulement en Europe, mais aussi vers d'autres nouveaux marchés, Asie de l'Est et également, surtout, les États-Unis. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que après cette terrible crise que connaît le pays en 1914-1915, le Chili va connaître l'apogée de sa production salpêtrière en 1917. En cela, la guerre a apporté à la fois la crise et des bénéfices à l'économie chilienne. Et donc du coup, une fois que va s'interrompre la Première Guerre mondiale, on va avoir de nouveau une crise, mais cette crise ne va pas se traduire immédiatement avec la fin des hostilités, sinon ça va être une crise un peu postérieure durant l'année 1919, liée au fait que les pays européens qui avaient recommencé à importer du salpêtre, non pour des fins agricoles, mais également pour des fins militaires, de production de dynamite, d'explosifs, vont arrêter d'importer ce salpêtre chilien. Donc on a en fait une première phase de crise très intense, une phase de grande croissance et une nouvelle crise qui va marquer un coup presque définitif à l'industrie salpêtrière chilienne en 1919. Donc on voit finalement comment un conflit extrêmement éloigné de ce pays d'Amérique latine impacte considérablement sa vie économique, non seulement au début de la guerre, mais sur un temps relativement long. Et ce qui se traduit, dans le cas de mes recherches, également dans l'extrême nord du Chili, à Tacna-Arica, puisque lié à ces phénomènes de crise et de périodes de croissance économique, on va avoir des importants mouvements migratoires liés justement aux hauts et bas de l'industrie salpêtrière, avec des milliers d'ouvriers chiliens, mais surtout péruviens et boliviens, qui vont transiter dans cet espace. C'est un espace qui est en fait une triple frontière entre le Chili, le Pérou et la Bolivie, et qui, au gré des hauts et bas justement de cette industrie, vont passer par la province de Tacna, dans un contexte où justement on a ces trois pays qui sont plus ou moins en conflit, et donc du coup on a des gouvernements qui doivent essayer de concilier leurs différends au niveau diplomatique avec la nécessité par exemple d'ouvriers péruviens de retourner à leur pays étant donné qu'ils n'ont plus de revenus au Chili. Et ce qui est intéressant pour finir, c'est que la crise de 1914 ne va pas causer de problème entre le Chili et le Pérou, par exemple, parce que le Chili va rapatrier les ouvriers boliviens et péruviens vers leurs patries respectives à leurs frais. Mais en 1919, dans un contexte de très forte tension entre le Chili et le Pérou, ces mêmes rapatriations vont susciter des conflits entre les gouvernements de Lima et de Santiago. Donc on a deux crises plus ou moins similaires, une crise de l'industrie salpêtrière qui génère d'importants mouvements migratoriaux, mais du fait d'un contexte de relations entre les pays latino-américains qui va varier, on va avoir des conséquences au niveau diplomatique qui vont être diamétralement opposées. Oui, donc l'Europe était le partenaire économique privilégié de vos deux zones géographiques, mais c'était aussi un modèle politique et culturel en Amérique latine. Est-ce que dans vos sources, vous notez des bouleversements sur ces pans-là dus au conflit ? Alors tout à fait, déjà le conflit est extrêmement présent dans la presse, il accapare les unes de la presse nationale latino-américaine et moi dans mes sources équatoriennes avec une intensité pendant 4 ans. Et il est également l'objet, certes, de transmission d'informations. Les informations factuelles sur la guerre sont présentes tous les jours.
Les lecteurs des journaux sont au courant de chaque mouvement de bataille, de chaque évolution politique en Europe, mais aussi ça donne lieu à des analyses, à des articles d'opinion sur le conflit, soit des articles repris de journaux étrangers, soit des articles et des analyses de la part des élites équatoriennes, dans mon cas. Et donc on a vraiment une présence du conflit sur la scène journalistique et intellectuelle très forte. C'est l'objet de débats sur, au début, un peu une fascination pour le conflit. On le voit dans les photographies qui sont présentes dans la presse, sur les armes, l'aménagement des tranchées, l'aviation aussi. Enfin, voilà, plein de domaines où il y a beaucoup d'innovations technologiques qui sont rapportées dans la presse, y compris à l'autre bout du monde. Et peu à peu aussi une analyse du conflit, soit une analyse et des mobilisations partisanes, en prenant parti pour les Alliés, par exemple, ou en prenant parti pour les puissances centrales, avec des affrontements sur la barbarie d'un camp, la civilisation de l'autre, les actes atroces commis par l'un, la défense de la justice et de la démocratie par l'autre, qui se développent sous des formes d'essais politiques, mais aussi... je ne sais pas si Lucas a trouvé ce genre de choses aussi, mais de poésie, de pièces de théâtre, de caricatures, qui montrent cette mobilisation des Équatoriens. Mais aussi, parfois, et au fur et à mesure que passe la guerre, une analyse du conflit très critique sur le conflit dans sa globalité. De dire que ce sont finalement... soi-disant des pays civilisés qui règlent leurs différends en s'entretuant et en connaissant des pertes colossales humaines et financières, et naît de cette critique une distanciation par rapport au modèle européen. Et peu à peu, au fur et à mesure des années, et c'est là aussi que c'est intéressant d'avoir une chronologie plus longue et s'intéresser aux années 1920, des réflexions sur... le besoin de se retourner vers soi-même, ou vers le continent américain ou latino-américain, ou vers la nation équatorienne, pour y trouver des référents plus fondamentaux et avec des valeurs morales peut-être plus élevées que celles qui étaient vues dans l'Europe civilisatrice au tout début du XXe siècle. Donc on a tout ça qui se mélange, une présence de la guerre dans la presse très forte, qui fait naître des réflexions sur le conflit, des mobilisations partisanes qui peuvent être en plus, et là je laisserai sûrement la parole à Lucas qui doit avoir des exemples plus précis que les miens, qui laissent une parole forte aux communautés européennes au sein de ces pays latino-américains, avec parfois des groupes d'intérêt qui se constituent. Moi je sais que dans mes sources équatoriennes, il existe un journal qui s'appelle Germania, et qui est un condensé de défense du point de vue allemand et qui est financé par les communautés allemandes à Guayaquil, et aussi d'autres petits journaux comme Francia ou La Verdad, La Vérité, qui défendent au contraire le camp allié et qui sont aussi financés cette fois-ci par les communautés françaises, italiennes ou britanniques sur le sol équatorien. Oui, je pense qu'elle a tout à fait raison. Ce qui interpelle, c'est l'omniprésence du conflit dans la presse. Dans mon cas, la Première Guerre mondiale va occuper pratiquement la moitié, voire plus éventuellement selon les jours, de l'espace du journal. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir ces débats, ces polémiques qui vont être constantes jusqu'à la fin du conflit, même dans une région comme celle de Tacna, extrêmement éloignée du centre politique, très peu peuplée, je ne l'ai pas mentionné, mais ce sont deux villes, Tacna et Arica, peu peuplées. Tacna, à cette époque, ça doit être entre 13 15 000 habitants, Arica, c'est un petit port de 8 000 habitants. Même dans ces petites villes éloignées, on va voir apparaître ces mêmes divisions idéologiques, politiques, voire même culturelles, ces mêmes divisions que dans les grands centres urbains ou dans les grandes capitales. Par exemple, le principal journal d'Arica, qui s'appelait El Ferrocarril, va être assez aliadophile, surtout dans les premiers temps de la guerre, tandis que le principal journal de la ville de Tacna va être un journal
germanophile. Surtout également au début du conflit, El Pacífico, qui va être un journal germanophile. Donc même dans des espaces sans une présence des communautés européennes aussi importante que des villes comme Guayaquil, Rio de Janeiro ou Santiago, on va voir quand même apparaître ces mêmes divisions de l'opinion publique, de la presse, entre aliadophilie, germanophilie, neutralité, et on va voir les populations locales vont se positionner, réagir par rapport à cette division du champ journalistique. Ce qui m'a interpellé, c'est de voir par exemple des cartes de lecteurs, par la suite publiées par ces mêmes journaux, où finalement les lecteurs vont se plaindre de la contradiction des informations, de la dépendance pour l'information, puisque dans le cas du Chili, c'était l'agence Havas qui transmettait les informations télégraphiques, comme dans le reste de l'Amérique latine. Donc finalement des critiques par rapport à une information biaisée, partiale. J'ai en tête un exemple de fin 1914, un lecteur, si je ne me trompe pas, du Pacifico, qui dit au fond, aujourd'hui on ne peut plus rien croire de la guerre, en référence au fait qu'on ne peut plus croire aux informations que nous donne la presse sur qui est en train de gagner la guerre ou pas. Il dit on ne peut plus rien croire de la guerre, sinon les coups de canon sur nos côtes, en référence au combat naval de Coronel dans le sud du Chili, et la crise qu'on ressent au niveau économique. Donc on a vraiment cette appropriation de la guerre par les populations locales qui ne vont pas rester passives par rapport à comment les journaux vont traiter du conflit, sinon qu'elles vont aussi tenter d'influencer la ligne éditoriale de ces mêmes journaux à travers, par exemple, ce genre de critiques qu'on va également voir poindre. Par exemple, en 1917, un autre lecteur va se plaindre du fait que le ferrocarril ne parle que des victoires des Alliés et non pas de la situation de l'Allemagne qui est en train de s'imposer sur le front oriental, par exemple. Non, donc on a ce genre de problématiques qu'on voit poindre assez fréquemment. Je pense qu'Elodie a aussi vu ah ouais, tout à fait. Et en effet, quand tu dis que les populations ne restent pas passives, alors c'est toujours difficile de mesurer la réception, notamment en dehors des élites. Mais moi, il y a un moment de la guerre où on voit vraiment un engouement des populations et dans un cadre géographique très élargi, c'est celui de la fin de la guerre, la cessation des hostilités. Moi, j'ai pu voir dans mes sources que cela crée une très grande émotion en Équateur, que le 12 novembre est rendu jour férié et que des célébrations ont lieu partout. Certaines sont organisées par les colonies alliées dans les différentes villes, mais il y a aussi spontanément une liesse populaire qui se remarque, et y compris dans des petites villes. Moi, je me souviens avoir trouvé une magnifique photographie de la ville d'Ambato, donc une petite ville équatorienne, où on voit sur un char qui défile dans la ville des enfants représentant chaque pays allié, accompagnés par un adulte représentant les États-Unis, donc une image très intéressante à analyser, et fêtant la victoire des Alliés au beau milieu d'une ville moyenne équatorienne en 1918. Et ce moment de la fin de la guerre est très intéressant pour voir à quel point, pendant 4 ans, les populations, les élites principalement, mais sûrement aussi par les transmissions orales, par les lectures orales de la presse, par les images, une grande majorité de la population était attentive à ce conflit, au courant du conflit, et se retrouve à fêter la paix. Alors parfois, on a des festivités qui sont davantage orientées vers la victoire des Alliés, mais moi, ce que je peux voir sur la plus grande partie, c'est que c'est la paix universelle qui est enfin célébrée par des populations très variées. Je pense que le cas de la fin de la guerre est peut-être l'un des les plus clés pour démontrer, illustrer la dimension qu'on signalait au début de l'entretien, du fait d'analyser les nuances et les différences d'impact de la guerre dans l'Amérique latine. Et dans ce cas précis, on va voir une différence très marquée justement par rapport à ce qui se passe en Équateur et par rapport à l'espace que j'étudie, l'extrême nord du Chili. Tout comme en Équateur, on va voir à la fin de la guerre des effusions de joie, des célébrations, les étrangers qui ferment leur commerce, qui vont faire des banquets, des fêtes, etc. Les journaux publient nombre d'intérêts pour justement célébrer l'avènement de la paix universelle. Mais ce qui va différencier le cas de Tacna Arica,
c'est que cette fin de la guerre et cet épisode de joie collective, entre guillemets, va être aussitôt contrebalancé par le retour du conflit au niveau diplomatique entre le Chili, le Pérou et la Bolivie. On a un regain de tension absolument immense, en particulier entre le Chili et le Pérou, du fait d'une campagne de presse effectuée par la diplomatie, par la presse péruvienne, qui va tenter d'imposer le conflit avec le Chili sur l'agenda international à cette époque-là, étant donné que le Pérou va rompre ses relations avec l'Allemagne. Le Pérou va tenter, du fait de sa proximité avec le camp allié, de faire que ces revendications territoriales soient prises en compte au moment de la résolution du conflit dans les différents traités de paix. Et cette tentative, en particulier à travers une assimilation rhétorique entre Tacna-Arica et l'Alsace-Lorraine, selon laquelle, de la même façon que l'Alsace-Lorraine devait revenir à la France, Tacna-Arica devait revenir dans le giron péruvien du fait que le Pérou s'était rapproché des Alliés. Cette rhétorique diplomatique va causer un grand émoi au Chili, provoquer un regain de tension nationaliste très fort qui va conduire des manifestations de part et d'autre de la frontière, des expulsions de citoyens péruviens, des violences exercées contre des citoyens péruviens dans le nord du Chili qui vont être obligés de fuir le pays, qui va amener à craindre un nouveau conflit armé entre les deux pays qui a été évité de justesse à la fin de l'année 1918. Alors pour finir, est-ce que vous pouvez, donc chacun d'entre vous, nous donner donc une idée d'œuvre culturelle pour prolonger notre lecture ou notre apprentissage de ce contexte de la Première Guerre mondiale en Amérique latine? Pour ma part, je recommanderais un ouvrage d'un journaliste chilien, Carlos Silva Vildosola, qui était journaliste pour le journal El Mercurio de Santiago, le journal le plus influent dans le pays à cette époque-là, au début du XXe siècle, et qui a été envoyé comme reporter en Europe pour couvrir la guerre. Il a publié un recueil de ses chroniques durant les années de la guerre qui s'appelle Del dolor y de la muerte, de la douleur et de la mort. Compilation de ces chroniques dans lesquelles on peut apprécier tous ces tiraillements, ces questionnements par rapport à la relation à l'Europe, l'influence du conflit sur la situation géopolitique en Amérique latine, et l'intérêt, au-delà de l'intérêt littéraire, parce que c'est des chroniques qui sont intéressantes et bien écrites, donc qui représentent un intérêt pour le lecteur en tant qu'objet littéraire, aussi l'intérêt de voir l'appréciation personnelle de ce journaliste sur le conflit, puisque ça va être malgré la neutralité qu'adoptera le Chili tout au long du conflit, Carlos Silva Vildosola va être l'un des plus fervents défenseurs du fait que le Chili rompt avec l'Allemagne et rentre dans la guerre aux côtés des Alliés. Donc c'est un peu l'appel désespéré d'un journaliste chilien pour que son pays rentre dans la guerre, appel qui ne va pas être entendu. Donc voilà, Del dolor y de la muerte. Moi je partirais sur de la fiction, un roman contemporain qui est sorti il y a 3 ou 4 ans, je crois, de Miguel Bonnefoy, qui est un jeune écrivain franco-vénézuélien et qui s'appelle Héritage. Et ce roman retrace l'histoire d'une lignée familiale qui est celle des Lons-Saunier et qui est fondée par un vigneron du Jura, de Lons-le-Saunier, mais en arrivant à la douane, une erreur de compréhension fait qu'on lui donne pour nom de famille Lons-Saunier. Vigneron du Jura qui va migrer dans les Amériques au tournant du XXe siècle, comme nombre de pauvres Européens à ce moment-là, et qui s'installe au Chili. Donc c'est l'histoire de toute sa descendance. Et au moment de la Grande Guerre, tous ses fils, qui sont nés au Chili, partent se battre pour la France. Donc ça rejoint nos sujets de recherche, et il y a des très belles descriptions de ces expériences-là, même si c'est de la fiction, je pense que ça a un intérêt fort. Et au-delà de cet épisode sur ces fils qui partent combattre en France, et dont un seul revient vivant mais blessé, le roman continue cette fresque familiale sur 4 générations, et c'est vraiment un roman passionnant et très bien écrit sur une vie familiale tout au long du XXe siècle, donc je le recommande fortement. Merci beaucoup donc Elodie et Lucas pour vos recommandations et pour avoir accepté notre invitation dans la Panaméricaine. Nous espérons bien sûr que nos auditeurs et auditrices auront apprécié cet épisode qui nous aura montré une facette donc un peu méconnue pour donc ici en France de la Première Guerre mondiale. Mais c'était difficile d'approfondir à fond tous les pans courts de tel sujet, mais si vous avez encore l'eau à la bouche, n'hésitez pas à aller consulter la thèse déjà terminée de Lucas et
vous attendrez patiemment celle d'Élodie qui est en cours de rédaction et à qui on souhaite bon courage. Merci beaucoup Merci. pour l'invitation. Merci.